C'est le retour de Un balado la nuit. On en fait quoi? 2 par année? Quelques-uns. Hein? 2? À l'occasion. La nuit du balado. Oui, c'est ça. Mais alors, on a partagé nos idoles d'animation de late night ou de la nuit. Mais Marc-Antoine, comme on est rendu là dans notre relation, as-tu un animateur de late night préféré? Je sais pas, es-tu un fan de Jacques Faby? Donne-moi quelque chose de la nuit, une communication de la nuit. Je dors. Stephen Colbert. Ah, mais c'est bon, ça. Oui, bien là, c'est fin de soirée. La nuit, écoute, Non, mais honnêtement... c'est ça. Oui, parce qu'à part Jacques Faby, tu sais, on salue... J'écoutais pas. On salue Jean-Philippe qui l'a remplacé à la aussi. retraite maintenant. Louis-Philippe, Louis-Philippe. Oui, Philippe Guy. qu'on salue, effectivement. Mon ami LP, oui. Exact, exact. D'accord, donc Colbert, moi c'est Letterman. C'était qui, vous autres? Moi, j'aimais Letterman. bien Johnny Carson. Johnny Carson, puis Jimmy Ça Fallon. ne trahit pas du tout Ben, mon âge. Jimmy Fallon, oui, j'ai réussi à faire la transition pendant un bout de temps de David Letterman à Jimmy Fallon. Mais je le trouve trop cabotin. C'est pas sérieux. Je- pas sérieux. Letterman, c'était le meilleur en entrevue. Ouais, c'est pas assez sérieux. On a fait le tour. OK. J'ai assisté à David Letterman une fois. Oui, c'est ça qu'on dit. C'est ça. Je pense que c'est c'est le l'histoire meilleur. qu'on raconte à chaque. OK. Moi, je suis jaloux de Ah oui, ça, puis là. c'était pas une affaire de billets que Oui, t'as j'avais pas. acheté. J'avais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est correct. Mais. Non, Voulez-vous non, que je la mais- raconte? ben, Ouais, j'aimerais ça, mais je m'en Marc-Antoine ne rappelle connaît pas. C'est quand je Marc-Antoine ne connaît pas. Quand je couvrais la Formule 1, juste avant le Grand Prix du Canada, Jacques Villeneuve était l'invité à David Letterman. Et puis, mon directeur des sports, c'était Yvon Pedneau, qui planifiait pas grand-chose dans la vie. Et puis, qui me dit la veille ou 36 heures avant que Jacques passe à David Letterman, il dit « Vas-y à David Letterman, tu feras un papier là-dessus. » Mais Bonne idée. les gens pour aller à David Letterman... Ouais, c'est des semaines en Ben avance. ouais. Un an en avance ouais, et plus, oui. Alors moi, j'arrive là, puis ils me disent, non, vous entrez pas, là. Les billets sont donnés depuis un an. Fait que là, il y a deux jeunes femmes, hein, peut-être 17-18 ans, qui arrivent au guichet pour prendre leur billet. Je dis, les filles, je vous donne... Écoute, je me souviens pas, je pense que c'était comme 800 US que je leur avais proposé. Mais voyons donc. Mais OK, ouais. je me rappelle pas de... Bon, moi, je me rappelle de ça. J'ai dit, je vous propose ce montant-là pour Vos billets. Pour vos billets. Là. Ils disent, ah non, ça fait un an, c'est ça. Êtes-vous sérieuse? Vous êtes à New York. allez faire d'autres choses. Allez faire d'autres choses. Allez voir une pièce de théâtre, quelque chose. Là, vous allez pouvoir aller souper, tout ça. Là, ils disent, on va se parler, on va venir. Ils reviennent, ils disent, parfait. Ils m'ont donné leurs 2 billets. Je suis entré. J'ai regardé l'émission David Letterman avec Jacques, l'entrevue. J'ai repris l'avion, je suis revenu à Montréal. Tu as facturé ça au journal. Ben écoute, c'était en mission. Mais il voulait... C'est encore comme ça aujourd'hui dans les médias. Ça te fait un bon les papier. enfants. Oui, c'est ça. On il y avait- se promène avec des liasses de 800 $ qu'on peut distribuer. Facile. Il n'avait pas dit grand-chose, Jacques, honnêtement. Ça, je suis pas sûr que ça avait Tu peux le regarder à la TV. Hein? Tu aurais pu le regarder à la TV. Quasiment. Mais Dave, c'était un gros... Dave. J'en parle comme si... Monsieur Letterman, c'est un grand fan De course d'automobile, puis il est impliqué, il y a eu des écuries et tout. Moi, je me rappelle, écoute, j'ai peut-être vu ce passage-là de Villeneuve. Tu étais dans l'assistance, mais on se connaissait pas. Ça, c'est une bonne anecdote. Ben oui. Tellement OK. OK, aujourd'hui, voici Yvan le Terrible. Est-ce qu'il y aura une tempête? Et en route vers le marché des joueurs autonomes, c'est tellement hockey, épisode 335. Et toute l'équipe est là! Toute l'équipe est là. Alors, il y a votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonsoir, messieurs. Salut, Martin. Vous avez l'air pimpant. On est, écoute, Ici, on met de l'ambiance. là. et je te dis, il y a vos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien, de la LNH et dans ce cas-ci du repêchage. Messieurs Alexandre Gascon et Marc-Antoine Godin. Bonjour. les gars. Bonsoir. Et je m'appelle Alexandre Coupal. Bravo. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. Ah, quelle soirée à Las Vegas avec les paillettes puis les invités spéciaux. Tout le monde avait un invité spécial. Je me disais, là,
si c'est pour être comme ça va être long. Parce qu'il venait pas toujours avec l'invité spécial. Heureusement, ils ont repris le rythme. Mais... Michael Buffer avec les Flyers de Philadelphie. C'était très bon. quelque C'est chose. bon, c'est bon. Honnêtement, je me mets à la Aïe, place de Jet Tuchenko puis me faire présenter le soir de mon repêchage de la manière qu'il a été par Michael Buffer. Il est le seul joueur de hockey dans l'histoire du hockey qui va avoir eu cet honneur-là. C'est formidable. Il était probablement plus impressionné que Demidov pouvait l'être avec Céline. Ben, écoute, Ouais, c'était quand même... Non, mais Céline, c'est big. Mais non, Mais peut-être on moins se demandait, en Russie est-ce qu'un jeune dans homme- les 10 dernières années. Est-ce tu qu'un sais. jeune homme russe de 18 ans a une Ben, connaissance? il a On dit se qu'il avait pose la vu le question. film Titanic. Ouais, mais elle joue pas dedans. Non, mais celle qui chante la chanson, Tam. C'est le temps. là qu'il la connaissait. C'est le temps de s'imprégner De la culture de la culture québécoise voilà. et Ça nord-américaine. Ça Voilà. commence avec Céline. Bon, mais ça commence avec Ivan le Terrible. Ça va être ça, là, je pense. En tout cas, on verra, là. Mais ça va être ça capable ce de soir. comprendre. Ça va être ça ce Difficile soir. avec des pis. Est-ce que le Canadien a été chanceux? Tu sais, on en parlait parce qu'on a fait 4 heures de show avant, Martin. Ça va peut-être paraître un peu à certains moments. Ça paraît déjà. Dans nos yeux. Est-ce que le Canadien a été chanceux que Demidov soit disponible? Est-ce que c'est normal? Est-ce que si Demidov était disponible, c'est parce qu'il était peut-être pas... Martin. C'est Martin commence avec ça. Pourquoi Demidov était disponible? Ben écoute, il y a peut-être la prime russe là, avec le conflit armé avec l'Ukraine, la situation, l'instabilité politique et tout ça. Peut-être que les espoirs russes reculent peut-être un peu par rapport à leur valeur réelle parfois. Mais à peu près tout le monde avait numéro 2. Là, Il était très haut sur la vaste majorité des listes. Il était très, très bien placé. Et on a entendu Kent Hughes dire qu'il était numéro 1 sur notre liste. Il a dit on n'a pas tenu compte de Celebrini, là, mais il était numéro 1 sur notre liste. Alors, écoute, tant mieux. Je pense pas qu'à ces rangs-là, il y a des équipes qui aient sélectionné pour combler des besoins. Mais probablement le fait que ce soit un Russe et qu'il soit encore sous contrat avec une équipe de la KHL, ça a joué. Et je pense que tu as entendu un peu ça aussi. oui, mais je pense aussi que quand tu as un espoir qui est dans ta mire au 5e rang, tu as besoin d'obtenir de l'aide des équipes qui sont avant toi. Puis là, une des possibilités, c'était, on parlait d'un repêchage qui allait être riche en défenseurs. Bien là, le Canadien misait sur le fait qu'il y a des équipes parlant avant lui, qui allait repêcher des défenseurs. Ça n'a pas tout à fait été le cas. Par contre, les Ducks d'Anaheim qui repêchent Beckett Seneca au 3e rang, ça c'est venu leur donner un gros coup de main. Il y avait une rumeur qui circulait à l'effet que les Ducks d'Anaheim n'étaient pas vraiment intéressés à repêcher des joueurs russes. Alors, les Blackhawks de Chicago, eux, avaient hésité entre Lev Shunov et puis Demidov. Mais après ça, au 3e rang, Anaheim, s'ils n'étaient pas pour repêcher un joueur russe, bien là, on comprend un peu plus pourquoi ils se sont tournés vers Seneca. Il aurait pu aller du côté de Caden Lindstrom. Ouais. Caden Lindstrom, l'état de son dos n'a pas semblé faire peur outre mesure aux Blue Jackets de Columbus. Donc, à partir du moment où Seneca, ou encore ça aurait pu être Anton Silayev qui était aussi un prétendant au top 5, la minute qu'un de ces deux joueurs-là, ou n'importe quel autre, s'interposait dans le top 4, le Canadien avait la chance de mettre la main sur Demidov. Donc, ses chances étaient quand même intéressantes. Le Canadien était confiant. Puis, Kent Hughes a dit, bien, tout est tombé en place parfaitement pour nous. Il y avait un sourire radieux après en conférence de presse. Manifestement, ils ont eu leur homme. Puis, tu sais, ils ont suivi Demidov tout au long de l'année. Nick Bobrov s'est rendu en Russie, ce qui n'a pas été le cas de tous les... C'est pas toutes les équipes qui ont pu envoyer quelqu'un. Non, il y a la majorité des équipes, pas toutes les équipes, mais la majorité des équipes ont un recruteur sur place là-bas, mais c'est certainement pas un recruteur-chef ou un directeur du recrutement qui avait la possibilité de pouvoir se rendre sur place. Demidov lui-même a dit, écoutez, j'ai été en contact avec le Canadien durant toute la saison. Et fait intéressant, au milieu du mois de juin, l'agent Daniel Milstein a fait son petit camp, son petit combine en Floride. Évidemment, tout le monde s'est précipité pour aller voir Demidov, regarder ses mensurations, constater qu'il n'était pas loin de 6-1. Il a bonne mine. grandi. Il avait bonne mine. Il avait bonne mine, 192 Parle livres, donc anglais. son physique était favorable et tout. Mais ni Kent Hughes ni Jeff Gorton n'ont pris la peine de se déplacer. Ouais. Ils ont juste envoyé leur recruteur. Et ça, c'était strictement
dans le but de ne pas éveiller l'intérêt des autres équipes, ou en fait de laisser croire aux autres équipes à quel point ils étaient intéressés. Alors, ils ont dit, on va rester à Montréal. On va faire autre chose, mais dans le fond, leur plan depuis le début, c'était Demidov. Oui, ils l'ont rencontré à Las Vegas quand il est arrivé. Après ça, Hughes puis Gorton. Écoute, le Canadien, on le répète depuis longtemps, a besoin de talent de pointe à l'attaque. C'est ce qu'on dit. C'est ce que Kent Hughes avait reconnu aussi l'année dernière quand on l'avait rencontré, qu'on lui avait jasé longuement. Il y a peu de façons d'aller en chercher. Il y a par le truchement des transactions, comme ils ont essayé de faire avec Kirby Dach il y a 2 ans, puis en manœuvrant à gauche et à droite. Mais le fait est que la manière d'aller chercher ce talent de pointe-là, c'est par le repêchage. Puis là, pour les raisons que mes collègues ont évoquées, Demidov s'est présenté sur un plateau d'argent. C'est vraiment le Joker, ça a été les Ducks d'Anaheim. J'aurais jamais cru Seneca, mais jusqu'à quoi? À peu près 3-4 heures avant le début du repêchage, on a commencé à entendre dire que Anaheim le regarderait du côté de Beckett-Seneca. Puis je ne savais pas à quel point c'était peut-être un écran de fumée, justement, pour faire diversion. On entendait parler de Ziv Bouyoum aussi pour eux. Et puis, Seneca, apparemment, qui était dans le top 5 de la moitié des équipes de la Ligue, ce qui veut dire qu'il ne l'était pas pour l'autre moitié aussi. Ouais. Donc, ça demeure un pari très, très intéressant, qui a certainement un plus haut taux de risque, là, mais en tout cas, ça, c'est ce qui est pour les Ducks. Mais pour le Canadien, c'est exactement, je pense, ce que ça leur prenait. Puis je suis sûr qu'ils vont quitter Las Vegas, peu importe ce qui arrive dans la deuxième journée du repêchage. Ils vont être certainement très contents. De bonne humeur. Ils vont être de bonne humeur. Ouais. Martin Madden est un recruteur d'expérience extrêmement talentueux. Alors, mais on n'est pas sûr, quand tu repêches 3e au total, il y a beaucoup de gens qui se mêlent de cette sélection-là. C'est ça, on n'est pas sûr jusqu'à quel point, au-dessus de lui, ça peut-être pas... Parce que ça ne serait pas la première fois qu'on verrait un état-major s'impliquer mais... dans une décision d'un choix aussi élevé, puis que ça ne tourne pas toujours nécessairement favorablement pour l'équipe. Qui est pas mal sûr que Pat Verbeek avait les 2 mains dans la pâte à biscuits. Écoute, je sais pas, j'étais pas là, mais... S'ils l'ont pris, je peux pas croire qu'un directeur général va arriver, il va prendre un gars qui est 15e sur... Non, mais eux l'avaient très haut. As-tu pas remarqué, est-ce que tu étais sérieux? Parce qu'on regardait, on faisait le show, puis on regardait ce qui se passait à la télé en même temps, puis as-tu dit qu'il me semble, même à la table de Anaheim, il avait l'air d'avoir... Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que tu as dit. J'ai dit que c'était pas nécessairement Il y a eu débat. Oui, bien là, ça n'a pas été... Je pense que c'était peut-être plus clair pour Montréal là, quand il dit le temps de repêcher Demidov. Je pense que ça allait plus de soi. Seneca, la seule chose qui fait, entre guillemets, douter, c'est que... Puis on ne s'éternisera pas sur lui, mais c'est un jeune homme qui... Ben, c'est la grosse surprise. C'est la grosse surprise. C'est la grande surprise du repêchage. C'est un jeune homme qui a gagné, dont la valeur a monté en flèche dans les quelques derniers mois parce qu'il a connu une fin de saison exceptionnelle. Et dans les séries éliminatoires, il était très, très bon aussi. Il a grandi de quoi 5-6 pouces dans les derniers 18 à 24 mois. Donc ça peut prendre du temps avant de remplir son corps, entre guillemets, là, puis de l'apprivoiser. Donc il y a beaucoup à aimer, là c'est sûr. Là, c'est vraiment... il y a le potentiel d'être un joueur assez spécial. Mais c'est ça. Des fois, il faut se méfier de ça aussi, ceux qui arrivent à faire grimper leur cote en flèche. Vous êtes confiant, donc, que si l'état-major du Canadien avait eu le choix, là, mettons que Caden Lindstrom n'avait pas été sélectionné avant, vous êtes confiant? En fait, pas vous êtes confiant, mais c'était vraiment c'est tombé. Columbus a pris le gars que Montréal voulait qu'il prenne. Bien, écoute, c'est sûr que là, dans la position où le Canadien, ils ont repêché Demidov. Ils ont beau jeu de dire qu'ils avaient Demidov premier. Peut-être que s'ils avaient repêché Lindstrom, ils auraient dit la même chose. Il n'y a jamais un directeur général qui se présente après le repêchage pour dire « On a repêché ce gars-là, mais c'est l'autre. » C'est l'autre qu'on voulait. C'est toujours le gars qu'on voulait. Ça s'appelle un prix de consolation. Il est correct, là, mais on aimait mieux l'autre. Mais, tu sais, Lindstrom, il y a un côté, à cause de l'état de son dos, je suis certain qu'il y a des équipes qui se disent c'est une bombe à retardement. Achète un bonbon endommagé. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'une opération. L'année prochaine, il n'y aura pas besoin d'une opération. Mais on le sait qu'à un moment donné, ça va accrocher. Puis que ça va revenir. Alors, tu sais, Mais il faut que les Jackets aient été rassurés. Oui, absolument. Non, puis en même temps... Mais l'affaire, c'est que tu vas chercher un avis médical. Il faut que tu fasses confiance à tes propres médecins, puis après ça, tu vérifies. 2e avis, 3e avis. Mais d'un médecin à l'autre, les opinions ne seront pas les mêmes. Fait qu'il y a certainement des médecins qui ont dit
qui ont été plus rassurants que d'autres. Alors, je pense que cette donne-là, du côté du bas du dos, de l'hernie discale, semble-t-il, c'est ce qu'il y a. L'hernie discale de Lindstrom joue clairement dans la balance, parce qu'autrement, tu sais, lui aussi, c'est un gars qui a eu une progression extrêmement rapide, fulgurante comme Seneca. Mais tu sais, gros bonhomme qui patine très vite, qui a d'excellents talents de marqueur. Mais dont on questionne le sens du jeu. Oui, absolument. Demidov a peut-être plus les purs instincts du talent brut élite offensif. Vision du jeu élite. Excellent tir aussi. Oui. Puis il joue pas en périphérie nécessairement. C'est un gars qui est impliqué aussi. Il n'est pas désintéressé par le jeu défensif ou par le jeu un petit peu plus physique. Fait que, par le coup de patin, peut-être qu'il... C'est un drôle de coup de patin. Il n'est pas explosif. Orthodoxe. Là. Mais il utilise beaucoup, de la manière qu'il est penché un petit peu, c'est ça, c'est peu orthodoxe. Mais il utilise beaucoup ce qu'on appelle le 10 heures à 2 heures. Là. Donc, c'est des espèces de pivots pratiquement en utilisant les talons, si tu veux. Crosby, il fait ça beaucoup. Alors, lui, il va changer ses angles. Puis, il y a des joueurs qui l'utilisent, qui exploitent cette méthode-là un petit peu de façon exagérée. Mais lui, il le fait beaucoup pour... ça fait partie de son arsenal de feinte, puis il va changer de direction, puis tromper des adversaires de cette manière-là. Alors, c'est pas que c'est pas un patineur qui manque d'agilité comme tel, mais c'est sûr que... Le plus explosif. Il va avoir besoin de travailler sur son explosion, mais sauf que quand tu as des mains comme celle-là, une vision de ce type-là, c'est des éléments qui sont très intéressants, puis des alliés qui sont des créateurs à ce niveau-là. Il y en a pas une tonne, mais tu regardes dans la Ligue nationale, un gars comme... C'est pas juste parce qu'il est russe, mais il y a beaucoup de comparaisons avec Nikita Tchekov. Et Patrick Kane, peut-être. Oui, exact. Fait que ça, je trouve ça emballant pour le Canadien. Puis pour une fois, les fans vont pouvoir finir du repêchage. On n'en sort jamais comme ça d'un repêchage. Non, c'est ça. Jamais. Normalement, on est inondé de courriels de gens qui nous disent à quel point c'est ridicule que le Canadien s'est encore trompé. Mais là, tu sais, regardons ça sur 3 ans. Là. Le Canadien a repêché premier. Après ça, on va repêcher 5e, puis encore une fois 5e. Mais là, sur sa reconstruction, c'est intéressant d'avoir 3 choix top 5 à l'intérieur de 3 ans. Normalement, c'est ça qu'une reconstruction devrait te donner. Bien là, ils ont eu Slafkovsky une année. Un défenseur qui, sans être le plus flamboyant, coche, selon les recruteurs du Canadien, toutes les cases et qui n'a pas de faiblesse apparente. Et là, ils vont mettre la cerise sur le Sunday en allant chercher Demidov. Je trouve que quand tu regardes ça sur 3 ans, ils ont un très bel assemblage avec leur premier choix repêchage. Intéressant. C'est 3 Européens, je remarque. Je dis ça... C'est vrai. Non, mais on n'avait pas dit quand... On voit quel co-directeur... C'est ça, hein? On avait dit ça. Qui tire plus fort. Non, mais je me rappelle quand Bobrovs cette année, on avait remarqué... Oui, je pense que oui, puis Ryan Backer aussi. Non, puis je dis pas ça, j'ai absolument rien contre les joueurs européens, mais je remarque que que c'est un dénominateur commun, s'il faut que ce soit ça, tu dis... C'est supposé te donner 3 choix top 5. Bien, c'est parce que si ça avait été un autre choix risqué où tu as l'impression qu'ils veulent absolument aller contre la logique populaire, ils résistent, ils confrontent la pression des amateurs aussi, puis ils vont dans une direction en particulier. Puis pour une raison ou une autre, la reconstruction du Canadien achoppe. C'est sûr qu'à un moment donné, dans 5-6 ans, on regarderait le bilan du recrutement puis on dirait, ben là, ils ont fait des mauvais choix. Mais moi, je trouve que sur 3 ans, quand tu regardes Slafkovsky, Ryan Backer puis Demidov, ça te donne 3 éléments qui sont assez fondateurs. Je pense pas qu'il y ait aucun élément de pression populaire dans le choix du Canadien cette année. Là. Tu voyais vraiment qu'ils étaient emballés par leur... Ils l'ont pris parce qu'ils y croyaient à ce rang-là. Là. Puis on ne saura jamais si Caden Lindstrom avait aussi été disponible, qui aurait sélectionné. Mais dans les 2 cas, je suis pas mal sûr que le Canadien sortait heureux de ce repêchage-là. Et que pour une fois aussi, dans les 2 cas, je pense que les partisans auraient été tout à fait sûrement, au diapason avec ça. Bon, c'est quand on va le voir? C'est quand on va le voir? Honnêtement, je pense l'année prochaine. Là. J'ai tendance à croire, donc, pas pour la saison qui vient, la saison 25, c'est ça, au camp d'entraînement 2025. Il va avoir presque 20 ans, d'ailleurs, à ce moment-là, parce que c'est un late, comme on dit dans le jargon, il est né début décembre, je pense. Donc, au niveau maturité physique. Je pense que le Canadien est assez confiant qu'il ne soit pas forcé de rester longtemps. De rester là-bas. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que, même si
l'état-major du SKA Saint-Pétersbourg a l'habitude de jouer des gros bras puis d'être des clients assez coriaces. On observe quand même qu'au fil des années, les joueurs qui ont porté les couleurs de SKA ont fini par faire le transfert dans la Ligue nationale. Que ce soit, bien évidemment, récemment, Matvei Mishkov, qui avait été prêté à Sochi, mais il faisait partie de leur organisation. Mais avant ça, Vassili Podkolzin, Andrei Kuzmenko, Artem Zub. Puis là, il y a un très, très bon défenseur qui appartient aux Hurricanes de la Caroline, Alexander Nikishin, qui est considéré comme un des meilleurs joueurs n'évoluant pas dans la Ligue nationale. Lui, ça ne devrait pas être trop long non plus qu'il fasse le saut en Amérique du Nord. Donc, je pense que ça aussi, ça a dû jouer dans la balance. Puis c'est drôle parce que on entendait dans les jours suivants le Combine qu'il y avait une équipe qui laissait flotter de l'information disant que on craignait que Demidov soit pris en Russie longtemps. Puis finalement, on essayait d'envoyer le message que le ciel était orageux. Je ne serais pas surpris que ce soit justement le Canadien qui ait voulu lancer ce signal-là pour essayer de faire peur aux autres équipes. Possible. Mais comme c'est habile... Bien, on dit tout le temps que le repêchage, c'est une partie de poker, puis on dit pas seulement ça quand c'était à Las Vegas. Tout le monde... Il n'y a pas de point pour les références à Las Vegas. Tout le monde est un peu trompeur autour du repêchage. Ah, d'accord. On joue... c'est très stratégique. OK, on gardera les choses dans l'ensemble, mais peut-être un mot sur la deuxième sélection du Canadien, Michael Age, que Alex a prédit en direct lors de notre direct. J'étais assez content parce qu'encore dans cette thématique-là d'ajouter du talent à l'attaque, je trouve qu'au 21e rang, Michael Age, c'est vraiment une belle sélection. Il l'a dit, c'est un gars qui est né à Montréal. Donc, il parle le français impeccable. Oui, c'est ça. Impeccable, c'est ça. C'est à peu près l'équivalent de Mike Matheson en termes de qualité de ça, c'est un grand atout, honnêtement. Là. Ça a l'air de rien, mais quand même. Puis, donc, il y a une connexion. Ses parents étaient des fans du Canadien. Il a un peu grandi dans cet environnement-là. Donc, ça, c'est toujours un peu une cerise sur le gâteau, mais on va le prendre. Et puis, au-delà de ça, c'est un joueur de centre qui a du talent offensif. Il est dynamique, il est assez explosif. Donc, je pense que c'est une belle sélection. Un joueur de centre droitier de 6 pieds 1 pouce, quand même un bon gabarit aussi. C'est clairement une sélection intéressante là, au 21e rang pour le Canadien. On verra ce que ça va donner. Ça va prendre un certain temps. Mais il y a beaucoup à aimer. C'est un joueur qui a du potentiel. Puis on est peut-être moins allé pour le choix blue chip, entre guillemets, comme un Cole Baudouin, par exemple, là, qui aurait été beaucoup plus sécuritaire, entre guillemets. Ça fait 2 fois que je dis en guillemets, je suis fatigué. Là. Mais Cole Baudouin, qui a à peu près tout le monde le projette comme étant un joueur de 3e trio, sans les guillemets. Et 4e, mais plus probablement 3e trio. Un choix sûr. Mais tu sais que ça ira pas plus loin que ça. Alors que Michael une bête d'entraînement, c'est un professionnel, c'est une machine, il est déjà physiquement presque à maturité. Bon, tu sais ce que tu achètes exactement à Age. Il y a un petit peu plus de flou alentour de la projection, mais... C'est ça l'idée aussi, là, sauf que c'est ça, c'est un beau, sans dire que c'est un grand pari, c'est un beau projet, je pense, pour le Canadien. C'est intéressant. Il y a un talent qui est assez rare. Age, dans les séquences que j'ai vues, j'ai regardé pas mal de séquences de jeu de sa part, c'est qu'il reste en possession de la rondelle longtemps. Et pas dans le sens où il reste en possession de la rondelle trop longtemps puis qu'il finit par... Le jeu finit par avorter. Mais quand il transporte la rondelle... Mario Lemieux faisait ça et c'était un don très, très rare de garder la rondelle et de attendre que l'adversaire se compromette pour donner une ouverture supplémentaire et pour créer cette ouverture-là. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça dans son jeu. Puis il jouait à Chicago dans la USHL. Et Martin Lapointe habite à Chicago. Alors, je suis sûr qu'ils l'ont vu jouer souvent. Mais, et là aussi, Kent Hughes n'a pas dit... parce qu'on s'est demandé toute la journée pourquoi il y avait eu cette transaction pour grimper de quelques échelons. On pensait que ce serait peut-être dans le but de faire une autre... C'était peut-être juste pour s'améliorer, tout simplement, parce qu'on en parlait. Ils avaient 12 choix au repêchage pour cet encan-là. Tu as une limite de 50 contrats. Ils en ont 12 l'année prochaine. Ils en ont repêché plein dans les dernières années. Il y a une limite. Donc, la possibilité de passer du 26e au 21e rang, tu augmentes tes chances d'aller chercher un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale. Peut-être qu'il y avait une autre
stratégie plus élaborée qui a fait chou blanc, finalement, c'est possible aussi. Mais peut-être que Ça se peut que tu c'était juste dans l'idée de s'améliorer puis aller chercher le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Peut-être de repêcher Cole Iserman. On l'évoquait dans le show tantôt. Ou Boisvert, ou Sacha Boisvert. Boisvert, mais ils ont peut-être identifié juste qu'il y avait une coupure à un moment donné dans l'appréciation qu'ils avaient de cette cuvée-là, puis que ça valait la peine de s'approcher. Mais Boisvert est parti 18e. J'ai entendu Daniel Brière cet après-midi s'est montré très élogieux à son endroit. Il disait, nous, on va sélectionner trop tard, il va être parti, mais ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale absolument. Il a tous les outils, il peut jouer tous les styles de jeu. Fait que, visiblement, il n'était pas le seul à faire... cette lecture-là. À faire cette lecture-là. Michael Hage, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'hier, il a remporté un honneur remis par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, le trophée E.J. Maguire. Et ce trophée-là est remis à l'espoir admissible au repêchage, qui est remis à l'espoir qui personnifie, qui s'engage le plus envers l'excellence, à travers le caractère, le niveau de compétition et puis le côté athlétique. Pourquoi Michael Hage est allé gagner ce trophée-là? Ça remonte à l'année dernière. Bon, on dit qu'il a joué à Chicago. L'année dernière, il devait jouer avec le Steel de Chicago dans la USHL. Dès sa première pratique avec le Steel, il s'est disloqué l'épaule droite. Il a raté 6 mois d'activité. Il est revenu à la toute fin de la saison. Il a joué 13 matchs. Il a fait 10 points, mais c'est une saison ratée pour lui. Alors, être capable de se mettre en valeur en vue de son année de repêchage, il est un petit peu passé à côté, mais il s'est astreint pour être certain de pouvoir revenir, puis au moins de finir sa saison. Fait que là, il s'embarque dans un été d'entraînement pour revenir plus fort. Le 1er juillet, son père décède dans un accident de piscine le 1er juillet. C'est un accident. C'est lui qui l'a trouvé. Oui, et dès les jours suivants, il est retourné dans le gym, puis lui a fait « c'est ça que papa voudrait que je fasse ». Puis il a continué. Évidemment, le fait d'avoir raté toute cette action-là, la saison précédente a fait, puis évidemment, la tragédie qui l'a entouré fait en sorte que ça a pris du temps avant qu'il trouve son élan, mais en deuxième moitié de saison, il a été le meilleur joueur dans la USHL, ce qui fait et là, il a terminé la saison en force. Alors, pour tout ce cycle-là, revenir de blessure, surmonter une épreuve familiale de cet ordre-là, puis démontrer que tu es le meilleur de ta ligue, c'est ça qui lui a valu l'honneur A.J. Maguire. Puis, alors, le Canadien va chercher un joueur, tu sais, à mon sens, qui a un potentiel qui est encore difficile à définir. Ouais. Là, ils l'ont choisi au 21e rang. Mais qui sait si dans quelques années, si on a des collègues qui décident de refaire des repêchages 5 ans après... Y a-t-il des gens qui font ça? Non, mais vous devriez faire ça, vous autres. Ouais. Ça serait bon. Ouais. Mais peut-être que Michael Hage serait classé différemment. Sait-on jamais. On verra. Sauf que je trouve ça intéressant parce que pour l'instant, au centre, la relève du Canadien au centre, c'était surtout Owen Beck, c'était Oliver Kapanen, mais c'est des gars qui suggère avoir un plafond offensif quand même plus limité. Mais si Michael Hage se présente comme un gars qui pourrait être un joueur de centre de deuxième trio un jour, là, ça devient drôlement intéressant parce que ça regarnit la palette du Canadien à la position de centre. Voilà, on a parlé Seneca. La surprise. Je sais pas ce qu'il y a... Iserman aussi, là, le fait qu'il ait glissé jusqu'au 20e rang. Bon, c'est une bonne sélection pour les Highlanders qui ont grandement besoin d'un joueur capable de le mettre dedans. C'est quand même une surprise, je pense que... C'est un bon mariage, aussi, parce qu'apparemment que tout ce que Iserman sait faire, c'est de marquer des buts. Puis la seule affaire que les Highlanders sont pas capables de faire, c'est de marquer des buts. On faisait la comparaison dans le show tantôt avec Oliver Wahlstrom, qui a été choisi 13 dans ce coin-là, par les Highlanders. La même année que Noah Dobson, il me semble. Mais bref. Il y avait une des deux sélections qui était plus heureuse. Il y avait 2 sélections collées, si je me souviens bien. Puis Wahlstrom, qui était aussi un produit du programme de développement américain, était vu comme un tireur d'élite, puis un gars qui était capable de marquer des buts. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas fonctionné, en tout cas jusqu'à date, là, on ne sait jamais. Puis il y avait cette crainte-là qu'Iserman soit peut-être aussi unidimensionnel
parviennent pas à s'épanouir, à fleurir, appelez ça comme vous voulez. Et c'est la même équipe qui l'a choisi, le joueur au potentiel, ou au profil semblable à quelques années d'intervalle. Donc ça, c'est intéressant, mais... Il a quand même marqué 92. Mais c'est ça. Puis 88 Yzerman... matchs. Watson n'en avait pas marqué autant. Non. Puis si on se reporte il y a un an, il était presque vu pour faire compétition à Macklin Celebrini au tout premier rang au total, ou du moins, il était clairement identifié comme un choix top 3. Souvent, ce qui arrive dans la première 2 ans avant ton repêchage, c'est que les recruteurs vont te regarder un petit peu plus en dilettante, moins souvent, et tes forces vont ressortir beaucoup plus, puis on s'attarde moins à l'ensemble de ton jeu. Donc, ce qui peut faire en sorte que sa valeur, elle avait tellement une qualité dominante qu'elle ressortait, on s'entend. Puis là, après ça, l'année de ton repêchage, tu es scruté à la loupe, puis on dissèque ton jeu vraiment en entier. Et c'est là que les lacunes sont survenues, sont réapparues, mais quand même, ça pourrait être une belle prise. Là. Comme Berkeley Catton avec Seattle, dans toutes les séquences, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des séquences. Le joueur qui m'a plus soulevé de mon siège, les habiletés pures. Puis c'est un joueur de petite taille quand même. Là. 5 pieds 10 pouces. 5 pieds 10, 5 pieds 11, 170 livres. Mais tu regardes la pureté des habiletés de ce gars-là. Et parfois, c'est arrivé souvent dans l'histoire des équipes qui prennent des joueurs qui ne sont pas encore développés physiquement, mais qui disent les habiletés sont tellement exceptionnelles, on va lui donner le temps de prendre la maturité physique et tout ça. Il va finir par... Datsuk était gros comme un clou quand il avait été sélectionné très loin. Et Braden Point n'était pas très costaud non plus, tout ça. Berkeley Catton, j'ai hâte de voir si Seattle a frappé un coup de circuit avec ça. Je trouvais que c'était un choix très intriguant. Oui, Catton choisi 8e par le Kraken de Seattle. T'sais, on a tellement parlé du fait que ça allait être un repêchage riche en défenseurs. Et en fin de compte, sur les 8 premiers choix, il y en a 6 ça a été des attaquants. Oui, ça, c'est fou. Ouais. C'est incroyable. C'est pas ce qui avait été... C'est pas ce qui avait été projeté. Toi, Marc-Antoine, un coup de cœur, tout le monde y est allé, là, il y a un petit quelque chose à l'extérieur. Tu n'es pas obligé. Ben écoutez, moi, je suis... Coup de cœur, coup de gueule. Non, mais moi, j'aime bien Jet Lujenko. Je m'en suis fait parler il s'appelle Jet. Oui, et il porte très bien son nom parce que c'est un patineur très rapide. Un gars méga compétitif. Tu sais, vraiment, qui a beaucoup de cœur au ventre. Peut-être un futur capitaine. Lui s'identifie beaucoup à Nick Suzuki. Moi, il y a un recruteur qui me l'a mis dans la même phrase que Patrice Bergeron. Je trouve que c'est un peu exagéré. Mais même si c'est un gars qui, en fin de compte, te démontre rapidement qu'il a de la graine de leader puis qu'il est capable de jouer du jeu mature sur 200 pieds, c'est intéressant. C'était vraiment un favori des recruteurs. Puis même s'il n'a pas le potentiel offensif, a priori, là, le plus élevé parmi les espoirs de ce repêchage-là, je ne suis pas surpris du tout de l'avoir vu... être repêché aussitôt que le 13e rang parce qu'on m'avait averti qu'il allait partir beaucoup plus tôt que les multiples listes où il était vu davantage là, entre 20 et 30. Bon, mais finalement, ça a été une super soirée. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux sauf moi. Parce qu'il n'y a pas eu d'action. Tu aurais voulu des échanges? Là, j'ai passé les 4 heures à dire que je ne ferais pas la baboune, mais là, c'est fini. C'est fini, cette émission-là. Je fais des blagues. Non, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'action. Bien, il y a eu beaucoup de... je te donne mon choix dans 2 rangs, puis tu m'en donnes un en 3e ronde. Là, il y a eu beaucoup de ça. Mais... La transaction Minnesota avec Philadelphie pour bouger d'une position, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça intéressant. Oui. Qu'est-ce que t'en as? Bien, pour un rang... Il voulait Ziv Bouyoum. Qui? Oui. Ziv Bouyoum. J'imagine, avant de faire la transaction, tu parles à l'autre directeur général, tu dis qui tu vas... Oui, mais là, l'autre, il ne veut pas y dire. Il ne veut pas y dire. Je sais pas. Attends un peu, c'est à moi. Je trouve que c'est un choix de 3e tour. Tu parles du contenu gratuit, là. C'est un choix. C'est un choix de 3e tour. C'est sûr que de 13 à 12, un choix de 3e tour, ça ne paraît pas beaucoup. Mais le Canadien a donné un choix de 2e ronde pour monter de 5 rangs. Un petit peu en fin plus de loin première... dans le draft. Dans le repêchage, pardon. Mais même à ça, oui. C'est quand même un rang de passer de 13 à 12. C'est pas énorme, mais ça montre que les Flyers savaient eux-mêmes que
en bon français, ils reachaient. Puis qu'ils allaient chercher un espoir en Exact. Luchenko. Ils savaient que le Minnesota ne prendrait pas Luchenko, C'est ça. en fait. C'est le pari qu'ils ont. Ils s'étiraient le coup pour aller le chercher, le Jet. Là. Ouais. Mais j'allais dire, moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais Trevor Zegras. Je voulais Martin Nekash. Je voulais Patrick Laney. Oups, j'ai pas s'il y en a un peu. Mais c'est Patrick vrai Laney. que c'est étonnant qu'il y ait Je aucun de voulais- ces joueurs-là qui ait encore changé d'adresse. Quelqu'un d'autre à qui on n'avait pas pensé. Ça veut dire que la prochaine semaine va être excitante? Ben, c'est ça, c'est là que je vais en venir. Est-ce que ce n'est que partie remise? Ça devrait, je pense. Ouais. Ben, ça... L'affaire, c'est que quand ça se produit pas au repêchage, tu as des équipes qui ont ce qu'ils avaient à offrir puis ce qui leur permettait d'être des joueurs dans certaines de ces transactions-là. C'est leur C'est leur choix. capital de choix au repêchage. Là, aujourd'hui, cette possibilité-là n'est plus là. Ben, du moins, le gros capital. Oui, mais là, il n'y a pas... Non, Ouais. je sais pas. Ça ne changera pas. C'est T'as rare. raison, là, t'as les- raison. les échanges Deux de choix de choix deuxième, 3 choix de troisième. Hein. Bon, ouais, mais-en. Ouais, C'est ça. Alors, tu sais, en fin de compte, tu sais, manifestement, dans le cas, tu mentionnes Zegras, Netchas et les autres, ben ces gars-là, ça veut dire que s'ils sont sur le marché, ben les directeurs généraux qui les monnaient veulent avoir de l'aide immédiate en retour, puis eux autres, avoir des choix, Ouais. ça les intéresse pas. Parce que quand tu regardes la quantité d'équipes qui s'étaient montrées ouvertes à échanger leur choix de premier tour, que ce soit Columbus à 4, Devils à 10. Utah 6, Sénateur 7, Devils 10, Sabres Buffalo 11. Ça en disait long sur le repêchage. Ouais. Ouais. Alors, tu sais, bref, ça voulait dire que les équipes savaient que ça allait être un bar. Il n'y avait tellement pas de consensus que Ça allait partir dans toutes les directions. c'est ça. Alors, dans ce temps-là, tu peux te permettre soit de monter, descendre ou encore carrément de modéliser ton choix. Mais là, si tu voulais avoir un bon choix contre un joueur, mais les possibilités étaient là. Alors, clairement, tu sais, quand on entend en provenance de la Caroline que pour Martin Netchas, il cherche un joueur établi, préférablement une jeune vedette, ben c'était pas des choix C'est pas pêcheurs qui aujourd'hui. allaient faire l'affaire. Est-ce que ça veut dire que toute cette action-là qu'on attend, elle est reportée à après l'ouverture du marché des joueurs autonomes? Ben, tu sais, Zegras, tu parlais de Zegras, c'est vraiment pas un automatisme. Dans le cas de Nekach, c'est plus compliqué, là. Non, mais on entend, écoute, il y en a plein là, de joueurs là, qui... Oui, mais il devrait avoir de l'action. Il y a des joueurs autonomes aussi qui vont atteindre le marché de l'autonomie. Ben, des non, mais joueurs ce que je veux dire, c'est qu'en ce vont se sens-là... retrouver autonomes qu'on n'avait pas nécessairement entendu. Donc, il devrait y avoir de l'action pas mal. Mais on en a vu des échanges en plein milieu du mois de juillet, là, dans les dernières années aussi. ça. Puis, fait que je suis pas sûr qu'il faut s'attendre à un feu d'artifice nécessairement dans les prochains jours. Je pense que ça peut s'étaler sur un bout de temps. Puis, tu sais, il y a des gros dossiers à surveiller. Mitch Marner, Draisaitl. Mais ça veut pas dire que ça va bouger la semaine Stamkos. prochaine. Tu sais, Stamkos, ouais. le fait que tout soit si rapproché, la fin de la finale de la Coupe Exact, Stanley, ouais, le ça. repêchage, les joueurs autonomes, tu sais, il y a des gros mouvements dans les changements à l'intérieur même des formations. Alors, à un moment donné, si tu es en négociation pour pouvoir mettre la main sur un joueur, puis en même temps, bien là, tu as tes cibles sur le marché des joueurs autonomes, bien, peut-être que tu vas dire à l'équipe qui veut échanger Trevor Zegras, attends, T'as peu. moi, mon enveloppe salariale va complètement changer, ou en tout cas, elle ne sera plus la même dans 48 heures. Exact, ouais. Alors là, il y a d'autres dossiers qui vont prendre le dessus. Puis en attendant, bien là, après ça, ça met de la pression sur l'équipe. Tu testes aussi à quel point l'équipe veut vendre son joueur, à quel point les Ducks vont vouloir échanger Zegras, à quel point les équipes attendent Martin Netchas, les Hurricanes dans le tournant, sachant que Netchas veut sortir de la Caroline. Tu sais. Alors, à un moment donné, tu mets de la pression sur l'équipe vendeuse, puis tu te dis, ben là, moi, tu sais, je suis pas obligé d'aller le chercher. Là. J'ai d'autres options le 1er juillet qui m'attendent. J'ai d'autres dossiers sur le feu. Ça n'a pas besoin d'être ton gars. Alors, à un moment donné, il y a un jeu de rapport de force qui rentre là-dedans. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Alex. Des transactions fin juillet ou même au mois d'août, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a, selon vous, des joueurs qui seront disponibles? Ben, parce que Gorton a dit dans son petit point de presse de jeudi que oui, ils allaient faire des emplettes. D'ailleurs, ce seront les premières. Périphériques, disons. Oui, mais sauf erreur. En ont-ils fait des emplettes, ces dirigeants-là, depuis qu'ils sont là? Sur le marché des joueurs autonomes, Ouais, des signatures de contrat le 1er juillet. je
pense. Ça me vient pas. Non, mais Il faut dire qu'on est extrêmement fatigué. Faut dire qu'on Ça fait n'a 5 pas dormi. heures qu'on parle. C'est ça. Mais le but, c'était pas de s'améliorer. Fait qu'ils ont pas. Non, C'est ça. Ils ont fait des emplettes pour monnayer des actifs comme Monahan, comme Tanner Pearson, comme ils ont embauché Monahan. Non, Pearson, ils l'ont pas embauché. C'était un échange. Non, mais sa dernière année, Monahan avait re-signé. Mais il s'était pas rendu à l'autonomie. Mais il l'avait re-signé. Bref, là où je veux en venir, c'est que pour une première fois, c'est ça, on dirait que c'est une équipe qui a de l'intérêt à construire une équipe. Oui. Et je m'interroge à voix haute à savoir si c'est pas la première fois qu'on voit ça. Alors d'abord... oui, comme stratégie, je pense que oui, tu as raison. Alors, là où je m'en vais, c'est que selon vous, est-ce qu'il y a des joueurs... il y a des joueurs intéressants, il y aurait des joueurs à cibler. Est-ce que c'est une bonne... Bien, moi, j'ai l'impression qu'un défenseur droitier, ça pourrait être une priorité. Puis peut-être un gars aussi pour venir peut-être jouer avec Kirby Dach ou, tu sais, un ailier qui pourrait s'insérer dans le top 6-9, là, pour venir peut-être... Le 6 du milieu. Oui, peut-être, pour venir un peu aider ceux qui sont là puis qui sont en train de croître tranquillement, mais ce sera du court terme, là, visiblement. Ce serait... on peut penser à David Perron, peut-être. Je ne sais pas s'il pourrait avoir un intérêt là. Ah ouais? Mais ça serait peut-être un contrat de 2 ans. Là. Je ne vois pas quelque chose de vraiment plus long que ça. À droite, là, vite comme ça, on s'entend qu'ils ne seront pas dans le coup pour Brett Pesce. Mais des positions, c'est bon. Là. Vous n'êtes pas obligé de... Ils n'iront pas là, dans le dossier Pesce. Il faudrait que j'épluche au complet. Mais l'année prochaine, si l'idée, c'est d'intégrer Ryan Backer à droite, il y a David Savard. Si tu veux éviter d'envoyer Caden Goulet, par exemple, jouer sur son côté opposé pendant toute la saison, ou ça peut être une bonne idée d'avoir 2 vétérans qui vont être là pour se tailler la part du lion, puis enseigner un peu aussi à Ryan Backer comment ça fonctionne dans ce ligue-là, puis tranquillement le... Oui, un vétéran qu'on n'a pas vu en séries éliminatoires parce qu'il était blessé, mais Yanni Hakanpää, Dallas. L'ancien des Stars. Lui, c'est un gars qui a connu une saison très difficile, ça n'a vraiment pas bien été son affaire, là. Mais c'est un gars qui, par le passé, a donné quand même de bons services aux Stars. C'est un gars extrêmement robuste. Puis tu peux aller le chercher, le mettre à droite sur ton 3e duo. Puis sans qu'il te coûte la lune, il n'est pas dans une position où il va pouvoir vraiment aller commander un gros salaire. Moi, je pense que si tu cherches un défenseur de soutien à droite, ça peut être intéressant. Puis tu n'as pas à t'attendre à des miracles de ce gars-là parce qu'il n'y a pas... c'est pas la mer à boire. C'est le Gustave Lindstrom de 2024. Non, quand même meilleur, là. Quand même meilleur. Mais je suis d'accord avec toi, Alex, que c'est vraiment la cible, que ce soit par le biais d'une transaction ou sur le marché du joueur autonome. Ce que le Canadien veut faire maintenant, c'est de trouver un ailier à Kirby Dach. Puis ils veulent avoir un deuxième trio qui, dans les 2 prochaines années, va être capable de soutenir davantage l'unité de Nick Suzuki. Alors, en allant chercher un gars que tu peux signer pour 2 ans, que ce soit David Perron, écoutez, vous allez rire de moi, mais Jeff Skinner va se faire racheter vraisemblablement. C'est un gars qui marque beaucoup de buts au Centre Bell. Beaucoup de buts au Centre Bell, c'est faramineux. C'est contre le Canadien qui a le plus de succès. Déjà ça, addition par soustraction. C'est ça, exactement. Tu améliores la fiche plus et moins de l'équipe en allant le chercher. Ouais. Parce que c'est des buts en moins, des buts contre en moins. Non, mais c'est quand même une stratégie qui a déjà fonctionné avec Eric Cole. Mais c'est un gars qui ne valait pas son prix, évidemment. Il était payé une fortune, puis bon, c'est pas... Cela étant dit, c'est quand même un gars qui a joué 1000 matchs sans jamais participer aux séries. Est-ce que tu vas aller le chercher, te condamner à ne pas participer aux séries éliminatoires? On verra bien, mais c'est ça. Sinon, peut-être Tarasenko en retour au Canada? Oui, Tarasenko, ça pourrait être intéressant. Puis moi, je ne sais pas à quel point là on projette, mais peut-être qu'ils vont faire 2 duos là, aussi. Là. Peut-être que ça va être genre Suzuki, Slav, lui. Moi, je trouve que d'ailleurs, on va faire une parenthèse. Ça va être jurage avec Nick, puis peut-être Cole avec Kirby. Moi, je pense puis que là, tu viens compléter. Suzuki, c'est plus ça le duo d'avenir. Bien, c'est possible. Puis là tu as besoin de gars. Si Newhook s'est très bien débrouillé au centre en fin de saison, ça se peut qu'il le garde là comme 3e centre. Donc, ils ont besoin d'arrondir les coins, ils ont besoin dans les marges. Puis David Perron, c'est certainement une bonne cible. Ils ont besoin de faire de la place pour les jeunes défenseurs. Oui, mais tu peux pas intégrer Lane, Logan, David, toute la même année, alors que
Goulet, pas tant d'expérience, puis tu sais, c'est pas possible, ça. Va falloir que ça se fasse à un moment donné. Tout le monde en même temps? Ben, écoute, Struble, il a joué toute la saison avec l'équipe, ou à peu près. Là, il va falloir qu'il s'installe. Lane Hudson, c'est un talent exceptionnel, à mon avis. C'est un joueur unique. Il faut y faire une place. Mailloux, il a fait sa saison dans la Ligue américaine. Il était très bon. Tu parlais de Reinbacker tantôt, mais là, à un moment donné, il faut la faire. Tu sais, Justin Barron, je pense qu'il est sérieusement en danger. Kovacevic, je pense qu'il va partir. Mais soit ils vont faire de la place, ou soit ils vont... Ils vont en intégrer, mais peut-être pas 4, là, tu sais. Qui est rentré en même temps, là, il y a quelques saisons? Harris, Chakai, Goulet, les trois en même temps. Puis le monde, le toit s'est pas écroulé. Ben, ils ont fini. L'équipe avait des ambitions différentes à ce moment-là aussi. Oui, c'est ça. Quelles ambitions ils ont la saison prochaine? Ben, je pense qu'ils ont l'ambition de se battre pour les séries. Ouais. C'est encore une équipe en reconstruction. C'est loin d'être fini. Bizarrement, tout ça marche, tout ça est cohérent, parce que c'est ça. Jeff Skinner a 27 buts en 42 matchs contre le Canada. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il est trop petit. C'est ouais, ça, mais à court terme, tu t'en fous. À court terme, tu as raison. On finit ce segment sur les joueurs autonomes avec Steven Stamkos. Est-ce que c'est terminé avec le Lightning, à votre avis? Ben, c'est pas comme ça que ça a été présenté, mais Don Meehan a dit qu'il allait tester le marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Donc, j'imagine qu'on n'est pas fermé à un retour à Tampa Bay, mais ça commence à sentir le divorce plus que le mariage heureux. Mm-hmm. Il y aurait, c'est Pierre Lebrun qui disait que le Lightning lui aurait offert... Parce que, bon, le Lightning a des gros problèmes d'argent. C'est 1000 piastres sur 1000 ans. Oui, on va donner 1000 piastres pendant 1000 ans. Ça fait beaucoup d'argent. Mais... En fait, non, la blague, c'est parce que je vais t'interrompre, c'est parce que la blague, c'est Shohei Ohtani qui avait signé un contrat de 700 millions avec les Dodgers de Los Angeles. Ouais. La blague, c'était de dire que les Aces d'Oakland, qui sont pauvres comme job, avait offert une offre équivalente, c'était de lui offrir $1 pendant 700 millions d'années. Oh, wow. Mais ben, c'est ça. Donc, le Lightning, pour contourner ses problèmes d'argent, on a une idée. ça. On a une idée, on va te donner... On va donner $100 tout de suite. Ouais. C'est ça. Et ils ont essayé de faire ça avec Alex Killorn l'année dernière, à quelque chose comme 2,5 millions. Je pense qu'il avait offert 8 ans à 2,5 millions par année. Ça fait 20 millions au total. Puis bon, il s'est ramassé, il en a gagné 25 sur 4 ans avec les Ducks. Donc, c'était plus avantageux pour lui. Et ça n'a pas fonctionné dans ce cas-là. Et apparemment qu'il aurait usé de la même stratégie avec Stamkos, puis qu'on serait allé dans une espèce d'intervalle de 8 ans à 3 millions, 3 millions et demi. Je pense que Beau Steven, il commence à trouver qu'il se fait niaiser un peu. Puis, tu sais, il y a peut-être un peu une crotte sur le cœur, là. On aurait une, je pense. Bien, c'est le seul qui a pas été traité exactement de la même façon que toutes les autres vedettes dans cette équipe-là. Victor Hedman, Julien Brisebois a dit déjà un espoir de signer une prolongation de contrat. Il reste 1 an de contrat, tu sais. Puis lui aussi, il est âgé, là. C'était son argument l'année dernière en disant c'est parce que là, Stamkos, c'est plus un jeune poulet du printemps. Donc, mais là, Hedman, il y a 1 an de moins, là. Ça commence à être chiant un peu. Puis, c'est ça. Tous les autres, ça a été le même moule. Donc, le contrat de recrue, le contrat passerelle de 3 ans. Puis, à partir du moment où tu peux négocier avec eux, 1 an avant la fin de l'entente, pouf, le gros pactole de 8 ans. Ça a été ça pour Sergachev, pour Vasilevski, pour Kucherov, pour Point. C'est ça. Oui, il m'en manque peut-être un autre. Non, mais on a compris. c'est toute cette gang-là. Et Stamkos, c'est le seul qui n'a pas été traité comme ça, même sous l'administration Yzerman, tu sais. Ça s'est rendu jusqu'à l'infâme 29 juin 2016, rappelez-vous, où finalement Stamkos a obtenu ce qu'il voulait, mais il avait quand même accepté un rabais maison aussi, là. Tu peux pas ça cause trop de problèmes de donner des contrats à long terme à des gars qui ont cet âge-là. La coupure dans la production va se faire éventuellement. Là. Elle se fait pour tout le monde. Il n'y a personne d'immortel. Puis, avec le statut qu'il a, Steven Stamkos,
à un moment donné, il faut que tu regardes ce que d'autres gars ont fait ailleurs. Aussi, tu sais, Patrice Bergeron, ce qu'il a fait, la façon dont il a négocié ses choses à Boston et tout ça. Alors, tu sais, il faut que tu décides, est-ce que j'ai gagné assez d'argent dans ma vie pour dire, là, on va y aller avec des contrats plus courts, on va ajuster à la valeur, ou si je veux un contrat plus long, ben, on va y aller avec quelque chose d'équivalent, mais ça prend un grand courage décisionnel de la part du directeur général pour tenir tête à un joueur comme ça, qui a un statut comme ça, mais c'est une erreur monumentale si tu donnes trop d'argent à un joueur qui est trop... Mais je pense que Stamkos accepterait peut-être plus court, mais avec payé peut-être un petit peu plus à sa juste valeur. Un gars qui vient de marquer 40 buts, qui a peut-être été le meilleur attaquant. Le Lanning, il n'a pas cet argent-là. Exact. Puis il aimerait peut-être ça lui donner mais là, la un contrat d'1 an. De 8 ans, un salaire restreint, là, c'est bien beau, mais à l'âge qu'il a, Stamkos... Ça ne marchera plus. Ben non, il ne jouera pas jusqu'à 42. Ben c'est ça. Fait que, puis à moins qu'il se va blesse... se blesser. Il va se blesser. Oui, c'est ça. On sait déjà qu'il va se blesser à la date. Il va se ramasser à l'île Robida. Mais c'est un peu ridicule parce que s'il ne se rend pas au bout de son contrat, c'est de l'argent auquel il renonce. Fait qu'il faut qu'il souhaite qu'il se blesse à un moment donné. Il va être blessé. Il va se blesser. On s'entend, puis il va toucher son salaire sur l'île. Là, comme tout le monde. Mais c'est parce que il va être admis au temps de la renommée. Regarde, tout le monde a du cynisme par rapport à l'histoire des gars qui finissent leur carrière sur la liste des blessés à long terme. Ça, je comprends. Mais on passerait à une autre étape quand un contrat à long terme qui est dans la façon de contourner le plafond salarial. C'est une façon de contourner. C'est déjà annoncé en grosse lettre. Je m'excuse, mais ils vont l'attendre dans le détour, le Lightning de Tampa Bay. Là. Sûr. Mais là, c'est Pierre Lebrun qui disait ça. Là, fait que fâche-toi pas. Là, mais... Tu l'appelleras. Tu lui diras. Oui, il m'a l'appelé. Oui, Pierre. Non, mais oui, tu soulèves une question importante, Marc-Antoine, mais là, comme Stamkos va refuser, visiblement, on n'ira pas le faire. S'attaquer aux stratégies de contournement du plafond salarial, ça n'a jamais été la tasse de thé de la Ligue nationale tant que ça. Là. Non, ils ne sont pas intéressés. Parce que c'est pas pour le plafond, c'est pas pour l'équité ou comme que tout le monde soit à force égale, c'est juste pour que les joueurs fassent moins d'argent. C'est juste pour que les propriétaires dépensent le moins d'argent possible. Bon, c'est assez, mais Claude Julien est de retour, puis je voulais le dire. Puis CJ is back. He's back. Il a dit un truc du genre... Ça prend beaucoup de courage quand on est un jeune entraîneur pour aller chercher un vétéran comme associé. Je paraphrase. Il a dit ça. Je trouvais que c'était sage. Visiblement parce que tu fais plus peur à personne, Claude. Hey, c'est méchant. Mais il y a des liens avec Douglas, là. Oui. Armstrong. Oui. Non, mais moi, j'aime ça, ce concept-là du mentor, là, du sage, un homme qui... Parce qu'il y a un peu de ça aussi, là. Pour lui, moi, j'étais à l'aise. Moi, j'avais juste le goût de revenir coacher. Ça me dérange pas d'être assistant coach, tu sais. Je suis content pour lui, puis moins de chance d'aller faire du toboggan à Saint-Louis aussi. Ben, tu sais, Drew Annister, il y a 50 ans quand même. Il y a 50 ans quand même, mais c'est pas non plus... Genou, là. Mais, moins d'expérience un peu. Mais je pense que Claude, c'est une opportunité. Les coachs ont ça dans le sang. Ils veulent toujours revenir. Mais je le vois revenir maintenant un peu de la même manière que Jacques Martin était revenu comme adjoint à Pittsburgh, tu sais, il y a quelques années. Alors, ça lui permet... puis encore là, Jacques Martin a eu un petit intérim à Ottawa qui n'attendait probablement plus. Non. Mais, tu sais, c'est ça. C'est une façon de revenir... avec un statut différent, mais pouvoir justement transmettre son savoir, être quand même au milieu, être là où ça se passe. Dans la conversation. Mais sans que ce soit nécessairement le stress de tous les jours. C'est ça. Il a 64 ans quand même, Claude. C'est une belle idée, moi. Je trouve que c'est un beau concept. Content d'être adjoint plutôt que, tu sais, ça fait quand tu es bien son enfant. un entraîneur avec peu d'expérience, de t'adjoindre quelqu'un qui... Pas avoir peur de s'entourer de gens compétents. Je trouve que c'est une belle idée. Moi, c'est la seule force que j'ai, moi. Regarde ça, les gens compétents autour de moi. Regarde ça. Puis avec peu de moyens, regardez ce qu'on réussit à faire. C'est grâce à l'entourage de gens compétents. Je commence dans l'autre sens. Marc-Antoine, journaliste affecté aux affaires du hockey, de la LNH, du repêchage et de la nuit maintenant. Absolument. Le prince de la nuit. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Alexandre Gascon. Oui. Même, c'est la même affaire. Même affaire.
Merci. Mais ça a été Merci un beaucoup. plaisir. Et Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci beaucoup, Martin. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. OK, là, un petit merci, un gros merci à Dominique Baudouin, Benoît Chassé et Simon Crémer en régie. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne nuit. Enfin, pas à vous, à nous. Et bonne écoute et bonne continuation à vous tous et à vous toutes qui êtes là. Et mardi matin, c'est la dernière de la saison. Il y aura, 18 heures de marché de joueurs autonomes ouvert, peut-être un peu plus. Et ce sera le moment de nos retrouvailles.